Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Istudio Kalangou, notre site internet www.istudiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum d'Istudio Kalangou a pour thème problématique de l'accès de certaines zones pour les travailleurs humanitaires dans un contexte d'insécurité. La problématique de l'accès aux zones d'intervention humanitaire au Niger est complexe car l'insécurité, les contraintes physiques et les restrictions administratives entravent certaines opérations. Des facteurs tels que les opérations militaires, la présence des groupes armés, les vols des biens humanitaires et les engins explosifs improvisés constituent des risques directs, tandis que les restrictions de mouvement imposées par les autorités et l'état des infrastructures, routes, voies de communication, par exemple, limitent également l'accès, compliquant l'acheminement de l'aide aux populations affectées. Avec nos invités, nous allons d'abord parler des défis et les enjeux de la situation humanitaire au Niger et les difficultés d'accès à certaines zones avant de proposer des pistes de solutions pour une meilleure intervention humanitaire au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Yahya Mahamadou, personne ressource pour le Forum national des ONG et associations de développement. Bonsoir Mahamadou. Bonsoir. Karine Agossou, directrice pays EDICO, membre du bureau exécutif de ORN. ORN, c'est l'association des organisations internationales représentées au Niger. Bonsoir Karine. Bonsoir. Et Salifou Hassan, membre du groupement des aides privées. Bonsoir Salifou. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Mahamadou Yahya. Au Niger, la présence des groupes armés et hostiles entraîne des opérations militaires qui rendent l'accès à certaines zones difficiles. Qu'est-ce que vous préconisez? Merci bien. Il est clair que la situation des conflits, j'allais dire la question de l'insécurité, est un phénomène, je ne dirais pas nouveau tout à fait, mais c'est un phénomène imposé par une situation. Et cette insécurité, elle est double. Il y a l'insécurité physique qui est liée aux questions de bandits armés, de tout ce qu'on connaît comme situation d'insécurité physique, mais aussi elle est insécurité matérielle et alimentaire. Donc il y a cette insécurité qui était là bien avant, c'est-à-dire la vulnérabilité des populations résidant dans ces zones-là, elle existait. Peut-être qu'elle a quelque chose à voir avec l'insécurité physique. Parce que, comme il est coutume de dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais il faut aussi dire, nous avons une jeunesse. Le Niger, c'est un pays plus de 60% jeune. Une jeunesse a besoin d'être formée. Une jeunesse formée a besoin d'avoir du travail. Une jeunesse même pas formée a besoin de moyens, parce que ça rentre dans la droite ligne de son évolution sociale. Et quand elle n'a pas accès à ces choses-là, eh bien, elles constituent le terreau de toute transformation sociale, souvent une transformation qui va à l'encontre des intérêts même de cette même jeunesse. Alors, Yahya Mahamadou, face à ces défis actuels sur le terrain que vous venez là de relater, comment doit-on procéder pour faciliter l'accès de l'aide aux bénéficiaires? Je pense qu'aborder le sujet en termes d'interdiction ne facilite pas la bonne compréhension entre les acteurs et ça ne permet pas d'aller vers des solutions durables. Mais quand on regarde et qu'on se dise que, il y a une situation nouvelle qui s'impose à moi, je dois m'y adapter. Est-ce que j'ai les moyens de faire face aux exigences de la nouvelle situation? Si oui, j'adhère directement. Si les moyens dont je dispose sont inférieurs, donc insuffisantes par rapport à la situation du terrain, le rôle de l'État, c'est de m'accompagner, mais dans une transparence qui soit active. Il faudra que l'État soit réceptif de tout ce qui est contrainte liée à la nouvelle situation non prévue, peut-être dans l'élaboration des projets humanitaires, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, il faut que les humanitaires aussi se disent « Ah, il y a une situation », parce que tout le comportement de l'État, c'est de dire qu'il revient à moi d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il revient à moi d'assurer la vie et la survie. Les humanitaires disent que nous avons le devoir, par solidarité agissante, nous avons le devoir de faire face à la situation pour accompagner ceux qui sont vulnérables.
et nous sommes dans un état de besoin, donc d'urgence. Et en matière d'urgence, ça n'attend pas. Mais en secourisme urbain, le premier devoir d'un secouriste, c'est de se protéger lui-même. On dit en secourisme, avant de porter secours, il faut que tu t'assures que le secours que tu vas porter ne sera pas cause de problème pour toi. Donc si le secours que tu vas apporter va te mettre dans des difficultés, vous serez deux victimes, personne ne peut secourir l'autre, donc tu n'agis pas. Mais si le secours que tu vas apporter n'est pas contrarié par un risque supplémentaire, tu agis. Ici, il y a un risque supplémentaire, il y a une contrainte majeure qui est celle de l'État qui dit il faut ça. Si je n'ai pas ça, je dis à l'État, moi je n'ai pas. Donc trouvons ensemble la bonne solution nous permettant de faire face à cette situation. Parce que dans tous les cas, j'agis au nom de l'État. Parce que l'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. J'agis pour atténuer une souffrance dont l'État a le devoir de corriger. Et puisque l'État n'a pas de moyens en ce moment pour faire, j'ai le minimum. Ce minimum-là, comment l'État va m'accompagner à le mettre à disposition de ceux qui sont dans le besoin. Je pense qu'en créant les conditions d'un dialogue actif sur l'enjeu, on trouvera toujours une solution. Merci beaucoup Yahya Mahamadou. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Karine Agoussou. Karine, vol et braquage de véhicules humanitaires et matériels, risques liés aux engins explosifs improvisés dans certaines zones sont des contraintes et difficultés aux travailleurs humanitaires. Quelle réponse face à tous ces défis? Merci à nouveau. Je pense qu'il faudrait rendre hommage d'abord à tous ces humanitaires qui prennent assez de risques, qui sacrifient leur vie pour pouvoir apporter un peu plus d'humanité dans le monde. Être humanitaire, c'est un travail difficile, mais c'est un travail important parce qu'on ne doit laisser personne de côté. Nous faisons de plus en plus face à des risques multiples, tels que vous avez cités, sur le chemin d'une action humanitaire, sur le retour d'une action humanitaire, en planifiant une action humanitaire, et même parfois les populations bénéficiaires elles-mêmes sont exposées. Je ne veux pas parler des autorités et des forces de défense de sécurité, mais c'est clair que notre mandat, c'est de pouvoir apporter la réponse. Et dans ce mandat d'apporter la réponse, l'élément le plus important pour nous, c'est le dialogue avec toutes les parties prenantes et c'est la co-construction responsable et commune de la sécurité. Vous savez, quel que soit ce que nous allons faire aujourd'hui, les planifications, il n'y a pas de risque zéro. Et malheureusement, même dans nos maisons, on peut avoir un accident domestique. Donc c'est pour dire que nous devons toujours et à chaque fois essayer d'analyser les contextes, vraiment discuter et maintenir un dialogue avec les autorités et demander aussi de l'aide aux autorités là pour pouvoir protéger notre mission. Parce que nous avons réellement besoin d'être accompagnés, nous avons réellement besoin d'être suivis, nous avons besoin d'être épaulés. Et cette rage que nous avons de pouvoir servir les hommes, les femmes, les enfants qui sont dans le besoin, c'est parce que nous sommes conscients que c'est le même sang qui coule dans nos veines et que nous ne pouvons pas nous arrêter. Ce qui se passe, entre autres raisons, a également comme base les inégalités, a également comme base les oubliés de la nation. Ce n'est pas qu'au Niger, à l'instar du monde entier aujourd'hui, nous sommes conscients que ce sont ces inégalités-là, ce sont le manque de services sociaux de base qui sont aussi à la base, je veux dire, de la perte d'identité, de la perte du sentiment d'appartenance au pays, aux régions, aux communes. Et c'est en cela que même le travail des humanitaires aussi constitue une solution pour pouvoir rappeler à nos frères et sœurs et à nos enfants que l'État est là, que des hommes et des femmes sont là, que des organisations sont là. Et si on leur permet d'avoir d'autres alternatives, elles pourront ne plus être sujettes justement à l'enrôlement, elles pourront ne plus être sujettes à toutes ces questions qui font que malheureusement la situation, au lieu de s'améliorer, elle s'empire. Donc je veux vraiment réitérer sur le fait que c'est très important pour les organisations, pour les autorités d'être attentifs à la sécurité, mais si nous avons cette envie d'aller au-delà et de faire de notre mieux. Au-delà, c'est-à-dire concrètement quoi? Au-delà, ça veut dire concrètement que même s'il y a eu un incident aujourd'hui et qu'on rebrousse chemin, on ne se dit pas que cette zone-là, elle est rayée de la liste. On négocie avec les autorités, on essaie de trouver les solutions parce qu'on sait qu'il y a des enfants là-bas qui doivent aller à l'école, on sait qu'il y a des populations qui ont été victimes d'incidents ou de catastrophes naturelles et on ne se dit pas, je rentre chez moi avec ma femme et mes enfants, ça suffit. On se dit, j'ai ce mandat-là d'accompagner et d'être là quand c'est le plus difficile. Karine Agoussou, comment les acteurs humanitaires doivent-ils s'y prendre dans de telles conditions? Planifier, anticiper, échanger avec les autorités,
échanger avec les communautés parce qu'on l'oublie souvent, les communautés aussi à travers l'acceptance sont garantes de notre sécurité. Elles ont les informations, elles les partagent avec nous, elles les partagent avec les autorités, elles attirent notre attention sur les subtilités culturelles, elles attirent notre attention sur des éléments que nous ne voyons pas peut-être parce que nous ne vivons pas au jour le jour dans ces communautés avec elles. Elles sont sensibles à l'évolution des faits sociaux et ces communautés sont des acteurs hyper importants dans cette préparation. Mais nous devons anticiper, nous devons nous coordonner et nous devons discuter avec l'État pour trouver le meilleur moyen de continuer à assurer le mandat. Karine Agoussou, l'insécurité et les difficultés d'accès aux zones touchées constituent un défi majeur pour la réponse humanitaire au Niger. Comment les ONG nationales et même internationales abordent-elles cette dimension? C'est très simple, on se forme parce qu'on fait face aussi à des situations nouvelles. On se forme, on s'informe. On travaille énormément en réseau parce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'avoir forcément toutes les ONG dans toutes les régions, mais ce sont ces réseaux-là, ces groupes thématiques, ces groupes de discussion qui nous permettent d'avoir les informations nécessaires et de nous organiser. En dehors de cela, on respecte les dispositions qui sont prévues par l'État. Quand elles sont difficiles, on essaie de négocier en toute transparence et on sollicite de l'aide parce qu'on a réellement besoin d'aide, d'accompagnement, d'appui et d'information pour pouvoir continuer tout simplement ce mandat humanitaire. C'est très important aussi le réseautage pour nous. Quand vous préparez, travailler par exemple, en synergie. Quand vous préparez une mission, vous ne quittez pas une zone A pour une zone B juste dans votre voiture et en écoutant la radio. Vous vous informez au fur et à mesure avec les administrateurs délégués, avec les préfets, avec la chefferie traditionnelle, avec les relais communautaires, avec les personnes ressources, avec les populations elles-mêmes. Et c'est ensemble que nous construisons les missions. Que ce soit des missions où ce sont des personnes même qui vont sur le terrain, que ce soit des missions de service en termes de biens, parce que aussi dans nos mandats, il y a énormément de biens. Ça peut être des abris, ça peut être des kits scolaires, ça peut être des éléments pour la santé, ainsi de suite. Et ce sont justement l'appui de tous qui nous permettent de pouvoir au mieux planifier et réussir les missions. Et malheureusement, quand dans certains cas, on se rend compte que le risque est élevé, on est aussi suffisamment conscient pour stopper la mission, annuler la mission. Et il vous arrive de stopper ou bien d'annuler des missions à cause de l'insécurité? Ça fait partie de notre quotidien. Quand vous déplacez et que vous avez comme information qu'à 10 km de vous, il vient d'arriver un incident, vous ne continuez pas. Vous vous arrêtez, vous demandez conseil, vous rebroussez chemin, vous vous rapprochez de la police, de la gendarmerie, ils vous coupent, mais vous n'avancez pas. Donc vous savez, même à 500 mètres du lieu de destination, vous pouvez rencontrer un incident. Donc il n'y a jamais de risque zéro, comme je le disais au début, mais on se parle, on s'informe et le réseautage, il est très très important. Merci beaucoup Karine Agoussou. On va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Salifou Hassan, qui est membre du groupement d'aide privée. Salifou Hassan, les populations affectées ont également du mal à accéder à l'aide et aux services sociaux de base tels que Karine vient de le dire, la santé, l'éducation, les marchés en raison de l'insécurité et des restrictions. Que faire selon vous dans un tel contexte? Merci. D'abord, je vais commencer par présenter mon organisation à moi. Allez-y. Qui s'appelle Organisation non gouvernementale École Instrument de Paix, EIP. Donc, qui travaille dans le sens de la culture de la paix à travers toutes les actions qu'elle mène dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement communautaire et social, etc. Voilà. Ce qui veut dire que nous travaillons aussi à travers nos différents axes d'intervention avec ces populations-là qui se trouvent le plus souvent affectées et qui se trouvent aussi confrontées à des situations souvent naturelles aussi de précarité. Mais, vous savez, il faut, par rapport à un contexte pareil, que l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple, je dirais, c'est-à-dire tout le monde, que nous fassions une sorte d'introspection en nous-mêmes. Pourquoi, quand cela nous arrive, ou nous croisons les bras, ou nous pleurnichons, ou bien nous attendons quelque chose, alors que nous pouvons nous retrouver et nous poser certaines questions et trouver des réponses appropriées et prendre des dispositions en attendant l'aide qui peut venir, ou des organismes humanitaires comme vous êtes en train d'en parler, ou qui peut venir aussi de l'autorité politique, ou aussi de l'autorité coutumière sur place. Et c'est ça un des problèmes fondamentaux
que nous rencontrons au niveau de notre population qui, si on peut le dire, depuis son indépendance, par rapport à la gestion de la communauté, nous avons juste développé l'attentisme. L'attentisme, ça veut dire... L'attentisme, c'est-à-dire que nous attendons toujours des autres, pas de nous-mêmes. Donc nous n'avons pas développé cette culture de gratter nos cervelles pour savoir que par rapport à cette situation, je n'attends personne. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a nulle part, je mets ça entre guillemets. À qui la faute? Je vais en arriver. C'est justement pour dire que dans la culture que nous avons reçue, que ce soit à l'école ou dans la culture du développement social moderne, c'est-à-dire on a mis à l'écart nos cultures antérieures depuis l'indépendance et on nous dit voilà, pour le développement, on ne nous a pas appris à gratter notre cervelle pour trouver des solutions par rapport à des aspects qui nous submergent. Et on dit toujours, on attend l'État, on attend l'aide humanitaire, on attend les ONG, on attend X ou Y. Vous voyez, vous prenez ce pays-là, aujourd'hui, tous les pays du Sahel, c'est la même situation. Toutes les populations attendent que l'État fasse quelque chose. Alors qu'il y a des situations où les populations elles-mêmes, elles savent qu'elles peuvent s'organiser. Mais pourquoi autant de Saraounia Mangou, elle s'est organisée, elle n'avait pas de fusil, elle n'avait pas de mitraillette. Selon vous, il faut repenser l'aide et même l'assistance. Ce n'est pas la repenser. Il y a des choses que vous ne demandez pas. On est obligé de venir vous aider quand on voit les efforts que vous menez. Donc selon vous, il faut d'abord anticiper. Il y a l'anticipation. Et l'anticipation ici, c'est quoi? Pourquoi autant de nos grands-parents, etc., les gens ont combattu avec ce qu'ils avaient comme armes? Vous voyez un peu? Alors que nous avons des ressources qui peuvent nous permettre de prendre certaines dispositions pour qu'on puisse faire face à l'ennemi qui risque de pervertir notre condition de vie en attendant que l'État ou l'autre vienne. Okay? C'est en ce moment-là que la conscience de celui qui va venir nous aider va être beaucoup plus frappée pour pouvoir prendre certaines dispositions beaucoup plus rapidement. Ça, il faut le repenser. Mais cela nécessite beaucoup de moyens. Cela nécessite beaucoup de moyens, cela nécessite aussi peu de moyens, contradictoirement. Peu de moyens veut dire quoi? D'abord, organisons nos propres défenses avec ce que nous disposons. La défense ne veut pas dire qu'il faut que nous ayons des armes, etc., etc. La défense, elle est, comme les deux l'ont dit, elle est du point de vue sécuritaire relativement à la question alimentaire, relativement à la question du développement social qui englobe tous les aspects, j'ai mis ça dedans, et puis relativement maintenant à la sécurité physique. Okay? Et en ce moment-là, il faut que nous ayons le courage de dire certaines vérités à l'autorité par rapport à notre propre sécurité. Si vous voulez nous sécuriser, voilà comment nous voulons que vous le fassiez. Parce que nous avons des enfants qui vont à l'école, nous avons des femmes malades, nous avons ceci ou cela. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas une certaine perspicacité dans l'aide. Regardez, l'aide humanitaire, c'est quoi ici? On prend des sacs de maïs, on prend des sacs de sorgho, des bidons d'huile et on amène à des populations qui ont été meurtries. Vous pensez que cela seulement suffit? Non. Selon vous, ce n'est pas ça. Il faut y a repenser un travail moral, un travail de conscience et un travail social, de renforcement du tissu social qu'il faut d'abord faire. Quand les gens se retrouvent renforcés par eux-mêmes, dans leur propre entité, mais c'est très difficile de les combattre. Il y a ça. Et la question de l'humanitaire aussi, il faut repenser l'humanitaire. Moi, je pense qu'il faut repenser l'humanitaire. Vous voyez? Salifou Hassan, selon beaucoup d'autres observateurs et acteurs du domaine humanitaire, certains contrôles et formalités bureaucratiques liées au protocole d'accord, par exemple, type PAT, ralentissent les opérations sur le terrain. Que faire à ce niveau? Repenser notre fonctionnement, repenser notre rapport avec nos populations, repenser notre vision par rapport à l'aide humanitaire, repenser nos différentes interventions. Voilà ce qu'il faut faire. Les repenser dans le sens où il faut que ce soit nous tous ensemble. Et quand ça va être nous tous ensemble, il ne faut pas juste regarder un seul côté. Il faut regarder tous les aspects du développement de la communauté. Il faut regarder tous les aspects de la composition de la communauté. Et il faut que chacun puisse dire son mot. Et il faut que chacun puisse participer à aider celui qui l'aide. Et il ne faut pas toujours penser l'aide comme une aide. On tend la main, on m'amène. On me blesse sur un pied, je me dresse sur le deuxième pied et je reste debout. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause.
On commence toujours avec vous, Mohamedou Yahya. Le mauvais état des routes pendant la saison des pluies a contribué également à isoler davantage les populations affectées et réduire leur capacité à accéder aux services humanitaires et certaines infrastructures sociales comme les centres de santé, les marchés, les écoles. Avez-vous pensé à une autre alternative? Vous savez, le Niger est un pays enclavé de l'intérieur. Donc ce n'est pas... De l'intérieur, c'est-à-dire le réseau routier au Niger... le réseau routier fait défaut. Oui, si vous prenez, il n'y a pas une seule région au Niger dont on peut dire qu'elle est étoffée sur le plan de la communication. Je ne parle pas de la communication média, mais je parle des questions de transport. Ce qui fait que le coût des produits est élevé, donc l'accès constitue un problème. La problématique de l'accès, donc, elle est indépendante de la question de crise, mais elle est venue créer la rupture pour favoriser ceux qui sont déjà sur place et ça constitue un point important à lever. Comment le lever? Je pense que ça demande beaucoup de moyens. Et c'est là où le rôle de partenaires humanitaires est important parce qu'ils disposent d'une capacité logistique permettant d'accéder dans le meilleur délai à des zones sensibles. Je suis d'accord, quand on dit changement de mentalité, oui, c'est un impératif. Comme l'avait préconisé Salifou Hassan. Mais la solidarité est un élément fondamental. Parce que point d'écoute, quand ventre est vide, on a tendance à dire que c'est le noir peut-être qui réfléchit comme ça. Oui, parce que de l'autre côté, ils ont dépassé le niveau de la souveraineté alimentaire. Et ils sont au stade de surplus. Et donc, ne sois pas complexé que tu dises que tu as besoin de vivre. Ne sois pas complexé. C'est une nécessité qui est là. Il n'y a pas de complexe à avoir. Maintenant, l'accès est devenu difficile. Quelle est notre capacité à accompagner les autorités dans ça? J'ai bien aimé ce que madame a dit, où la solidarité, c'est un élément qui concerne tout le monde. De celui qu'on pense aider à celui qui pense apporter l'aide. Ce qu'on oublie très souvent, c'est que la cible, elle est en même temps cible et actrice de son développement. Alors, si on ne la considère pas comme actrice de son développement et qu'on ne voit que l'aspect cible, c'est qu'on l'endoctrine dans l'attente de l'aide. Maintenant, du point de vue routier, c'est là où peut-être il faut faire agir la communauté elle-même. Parce que j'ai l'habitude de dire, l'aide nous a endoctrinés et nous a amenés à ne voir que ce qu'on nous apporte. On ne voit pas ce qu'on produit. On nous a transformés en une communauté de consommation plutôt qu'une communauté de production. Et qui doit réfléchir sur la solution au problème qui l'assaille. Je prends juste un exemple. Rapidement. Si 1 kilomètre de goudron fait 33 millions, si c'est en bitume complète, peut-être je caricature, mais qui représente 33 millions dans une zone où il y a une communauté de 5 millions d'habitants. Si on doit faire 30 kilomètres, ça fait combien de millions? Tu fais 33 fois 10, ça fait 330 millions. Pour une communauté où tu as 500 000 personnes, où tu as 5 millions de personnes. 5 millions de personnes à raison de 10 000 francs par personne. Mais les populations n'ont pas assez de moyens. Je suis désolé de dire, la plus grosse erreur, c'est celle-là. Attendre les moyens. Considérer que la population n'a pas les moyens. La population a toujours les moyens. Maintenant, comment on lui fait voir le moyen dont on dispose? Là est la question. Alors, Yahya Mohamedou, comment éviter ou minimiser les risques et menaces dans les zones difficilement d'accès, dans les zones d'insécurité? Je pense que les relais sociaux, les relais communautaires, les locaux, mais les autorités traditionnelles, les autorités administratives, elles sont là, elles résident là-bas. Là où il y a le risque, elles sont là-bas tout le temps. Mais si elle est là-bas tout le temps, toi qui viens de passer, tu penses que ce n'est pas accessible. Comment elle accède? Mais ils n'ont pas les mêmes privilèges, ils n'ont pas les mêmes poids. Ce n'est pas une affaire de poids, c'est une affaire d'appropriation de sa situation. Si tu penses que tu vas faire le développement de l'autre à sa place, tu poses la question comme ça. Mais si tu es conscient que la population est actrice de son propre développement, tu dis ok, la zone d'accès est difficile. Ok, maintenant l'État, nous, ce qu'on attend de vous, on loue le véhicule, vous mettez votre escorte qui va amener et qui va remettre aux autorités là-bas. Elles sont actrices. Il y a une transparence totale dans le placement. Il faut qu'on apprenne à nous faire confiance et à faire confiance à ceux-là qu'on accompagne. S'il vous plaît, ce n'est pas toujours qu'il faut voir celui à qui on apporte l'aide comme quelqu'un d'inconscient et que tout ce qu'on va lui amener, il sera tenté d'en détourner ou d'en faire un autre usage. Faisons confiance
au système qui nous a de tout temps géré pour que nous ayons de l'avant. Merci beaucoup Yahya Mahamadou, Karine Agoussou. Compte tenu des contraintes liées au contexte du pays, l'accès humanitaire constitue un des grands défis de l'assistance des populations dans le besoin. Quelles solutions préconisez-vous? En termes de solutions, je pense qu'il faut mettre au centre que de toute façon, il faut qu'on trouve un moyen. Pour moi, c'est ça la première solution. Interdire ne sera pas la solution ultime et forcer y aller à tue-tête non plus. Mais il faut qu'on se dise, on n'a pas le droit de laisser nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont dans des situations difficiles seuls. On doit agir. On doit agir de l'intérieur, on doit agir en allant vers eux, on doit agir peut-être même en les faisant venir vers nous, mais on doit agir. Malgré le contexte d'insécurité. On doit agir parce que je ne peux pas comprendre que pour une raison ou pour une autre, c'est comme si, pour donner une caricature, on voit un malade qui est blessé et on dit comme il n'y a pas d'ambulance, on ne l'amène pas à l'hôpital, on le laisse mourir. Ça n'a pas de sens. Et de quoi serons-nous comptables demain si nous disons que comme c'est compliqué à cause de l'insécurité, on ne peut rien faire? On doit agir. On est des humains et l'État a l'obligation de protéger ses citoyens. Nous qui sommes acteurs de responsabilité et qui accompagnons l'État, nous avons l'obligation aussi de pouvoir travailler dans ce mandat. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de trouver des alternatives, c'est de nous réinventer, c'est d'être innovant. Si par exemple on doit acheter un matériel à Niamey avec les procédures peut-être que nous connaissons tous, est-ce que nous pouvons arriver justement à fluidifier ces procédures-là pour l'acheter à Tillabéri ou à Maradi? Est-ce que nous ne pouvons pas introduire par exemple les producteurs locaux dans toutes ces bases de données, négocier avec elles, essayer de voir avec ces mêmes communautés la possibilité de produire au plan national, au plan régional et local ce dont elles ont besoin. Non, selon vous, ce sont des initiatives? Ce sont des initiatives parce qu'en termes d'accès, on voit l'accès physique ou route, mais on voit l'accès à celui qui est dans le besoin. Et celui qui est dans le besoin, pour moi, la sécurité n'est pas une excuse. C'est à nous de pouvoir réfléchir et de trouver des alternatives. Les responsabilités davantage, avoir des initiatives qui sont totalement localisées. Vous savez, quand on parle d'accès humanitaire au niveau des ONG, par exemple, on ne voit que le fait de rentrer dans un véhicule et d'aller sur le terrain. Mais on a nos staffs. On a nos collègues qui sont sur le terrain, qui vivent avec les communautés, qui sont au jour le jour avec les autorités. Et c'est une question qui nous interpelle tous. Donc, c'est comment on se réinvente aujourd'hui, quelles sont les alternatives qu'on trouve, comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un maillage sécuritaire, ça peut être une solution qui permet à l'État, pourquoi pas, d'identifier des zones rouges, des zones vertes, des zones oranges. On sait que ça peut bouger à tout moment. Mais avoir aussi ce réseau d'informations-là qui nous permet de nous dire oui, aujourd'hui c'est possible, non, c'est pas possible, parce que nous devons aussi travailler à être efficients. On manque de ressources dans le monde et on doit travailler à être plus efficient. On doit travailler à avoir des solutions durables, communautaires. Et c'est en mélangeant l'intégralité de ces solutions-là. Là où il y a un choc et on ne peut pas ne pas agir très vite, on apporte une action. Mais c'est qu'il faut co-construire ensemble. Il faut co-construire ensemble et il faut prévenir. Si on anticipe sur certaines choses, on pourrait avoir une longueur d'avance. Mais on a réellement besoin de pouvoir nous réinventer, de co-construire ensemble, de devenir encore plus flexible et plus agile dans les différentes méthodologies que nous avons et de nous dire, quoi qu'il arrive, on ne peut pas abandonner. Karine Agoussou, les bénéficiaires sont-ils satisfaits du processus actuel de l'aide humanitaire? Est-ce que vous avez des retours dans ce sens-là? Bien sûr. De toute façon, sur l'aide humanitaire, normalement, il y a le PDM qui est systématique. Il y a cette enquête qu'on fait après la mise en place de chaque intrant, chaque distribution pour savoir. Et on le fait aussi parce qu'il faut co-construire ensemble. Vous savez, le bien que vous faites à quelqu'un, sans lui, est contre lui. Et c'est clair que nous devons le faire. Mais parfois, même pour faire l'analyse des besoins, on n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain. Quand vous discutez par quelqu'un par téléphone, par exemple, pour collecter les informations, ce n'est pas pareil que quand vous êtes assis. Il y a toujours des marges d'erreur. Parce qu'il y a le langage non verbal, il y a les ressentis, il y a les émotions, il y a les silences que vous analysez quand vous êtes en face de la personne et que peut-être en regardant le coût de la communication, vous ne pouvez pas capter quand vous n'allez pas vers cette personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous délocalisons nos staffs, nous avons des relais communautaires qui travaillent avec nous, nous avons des autos. Et tous ensemble, on essaie d'utiliser toutes les portes d'entrée pour pouvoir imaginer des solutions qui vont être plus durables. Aujourd'hui, par exemple, dans les communautés, amener un sac de riz, ça peut sauver s'il n'y a rien
rien derrière. Parce que celui qui s'est déplacé à soit 300 km, à qui peut-être pendant une semaine on a assuré la subsistance et qui est venu voir des communautés aussi sous pression, ne peut pas continuer. On a toujours besoin de cette action directe. Mais après cette action directe, on peut voir avec cette personne comment on fait un potager. On peut voir avec cette personne comment on met les petits ruminants à côté. Quand les enfants sont à l'école, on voit comment on met en place des cantines scolaires, des cantines communautaires, où l'enfant, même s'il y a le maïs, il y a le riz, ils peuvent faire les légumes à côté, ils peuvent avoir des fruits, ils peuvent avoir le focou à côté pour avoir des sauces, pour avoir des petits poissons, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est de la co-construction avec les communautés, mais nous avons besoin aussi que l'État comprenne vraiment que tous les acteurs, autant que nous sommes tous sous pression et que nous avons besoin de nous sentir épaulés, de nous sentir accompagnés, de nous sentir écoutés, de nous sentir compris et que c'est tous ensemble que nous allons trouver au fur et à mesure les solutions. Il n'y a pas de recette miracle. Nous faisons face à une situation qui change au jour le jour et qui est volatile et imprévisible. Mais nous devons nous serrer la main tous ensemble et construire avec ces communautés. Et chaque fois qu'on a une action directe, on met des actions de relèvement. Chaque fois qu'on fait une action directe, on met des actions de relèvement, on met des actions de nexus, on met des actions de paix, on co-construit. Je vais vous donner un bel exemple. Rapidement. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement sont obligés de se déplacer avec leurs parents et qui vont dans de nouvelles communautés. Nous, par exemple, dans nos interventions, quand on les inscrit à l'école, on fait du mentorat. Un enfant de la communauté haute qui est mentor d'un enfant PDI. Et ça crée la cohésion sociale. Ce sont les enfants qui rentrent à la maison maintenant pour partager la bonne nouvelle et les bonnes pratiques de cohésion sociale à leurs parents et qui montrent qu'on est obligé d'être humain vis-à-vis de nos frères et de pouvoir avancer ensemble. Et à la fin, on fait des journées communautaires de vivre ensemble, où on apprend les cultures les uns des autres, où on apprend les communautés, où on apprend la tolérance. La tolérance qui nous manque et qui fait que malheureusement, aujourd'hui, un humain peut se lever et dire « je suis prêt à tuer tout le monde pour que moi j'ai mes intérêts ». Merci beaucoup Karine Agossou. Salif Hassan, quel est votre message pour les humanitaires et les populations affectées? Rapidement. Bien, merci bien. Moi, ce que je voudrais, je vais revenir dans le contexte actuel. Rapidement. Et le contexte actuel, c'est quoi? Nous sommes en train de nous dire que nous sommes dans un contexte de changement, d'orientation, de vie, d'objectifs. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de la reconquête de notre souveraineté et par rapport à cela, il y a la question de la refondation qui est actuellement juste en discussion, moi je dirais, parce que ce n'est pas assis encore. Vous avez vécu certains pays, comment les populations s'organisent par rapport à des questions de sécurité, par rapport à des questions de sécheresse, de famine. Il faut aller voir. Et comment ces populations-là se sont réorganisées, comment aujourd'hui elles survivent, comment elles viennent. J'apprécie bien l'intervention de madame par rapport à ce que vous venez de dire. Tout ça là, c'est des exemples qui sont déjà en activité ou en action dans ces pays-là. Il faut aller voir dans des villages, des forêts où les populations n'ont plus de besoin parce qu'elles se sont organisées pour pouvoir se soutenir elles-mêmes. Il y a toutes ces conditions qui sont là. Ce qu'on ne veut pas qu'on dise, nous sommes en train de mettre les pieds dans un contexte de révolution. Et la révolution, elle est très exigeante. Et les exigences de la révolution obligent l'implication d'abord de tous. Aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu qu'il y ait ces humanitaires-là qui sont en train aujourd'hui d'aider nos populations. Mais s'ils ne tenaient qu'à nous-mêmes, on ne saurait même pas comment faire de ces populations-là aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'ils sont en train de faire, qui est quelque part le rôle de l'État. À côté de l'action humanitaire, l'action politique doit être beaucoup plus visible. L'action politique doit éclairer l'humanitaire. L'action politique doit appuyer, accompagner, pistonner l'humanitaire vers les populations qu'on est en train d'aider. Et l'action politique doit aussi aider la population à développer une autre vision de son propre développement. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Yahya Mahamadou, personne aux ressources au Forum national des ONG et associations de développement. Karine Agossou, directrice pays EDICO, membre du bureau exécutif de OIRN, l'association des organisations internationales représentées au Niger, et Salifou Hassan, membre du groupement d'aide privée. Merci à nos invités, à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci, à bientôt.